La France, elle a toujours été une amie d'Israël. Ce soir, moi, j'avais le bureau politique de mon parti. Et Xavier Bertrand m'a dit, mais tu t'en vas. On parle des retraites, c'est important. Et je lui ai fait passer un papier en disant, pour moi, Israël, c'est plus important que les retraites. Il faut d'abord soutenir Israël, qui est aujourd'hui victime d'attentats odieux. Le peuple israélien est notre ami. Et nous avons toujours dit que l'intégrité d'Israël et la sécurité d'Israël étaient pour nous sacrées. Je n'accepterai jamais que l'on remette en cause le droit à la sécurité d'Israël. Jamais. C'est le combat de ma vie. Pendant la guerre du Kippour, j'ai tremblé pour Israël. Je vais même vous faire une confidence. C'était en pleine révision de ma première année d'examen de droit. J'ai pas eu une très bonne note. J'ai passé plus de temps à écouter la radio et à lire les journaux qu'à réviser mes examens. Je suis depuis toujours, à titre personnel, un ami d'Israël. J'aime ce pays, j'en connais beaucoup de ses habitants, avec lesquels il m'arrive bien souvent de parler de l'aventure extraordinaire qu'est l'histoire de ce pays. Si on m'avait dit que je viendrais en Israël, et que, en plus de faire de la diplomatie, de la politique, j'aurais été obligé de chanter, je l'aurais fait pour l'amitié entre Benjamin et moi-même, pour Israël et pour la France, même en chantant aussi mal que je chante, car je chante mal, j'aurais toujours trouvé un chant d'amour pour Israël et pour ses dirigeants. On a passé une très belle soirée, inoubliable. Et maintenant, on ne pourra voir que la vie en rose. On a une fausse idée de Jean-Marie Le Pen en Israël. Ce que les Israéliens ne savent pas, parce qu'on ne leur a pas dit, c'est que Jean-Marie Le Pen s'est battu à leur côté lors de Suez. Il y a de l'antisémitisme en France qui est bien souvent la conséquence du fondamentalisme islamique. Il n'y a pas d'antisémitisme au Front National. De la même manière, il y a beaucoup de gens en France qui considèrent que votre gouvernement est un gouvernement d'extrême droite. Et que M. Avigdor Lieberman est un fasciste. Est-ce que c'est vrai? C'est pas parce qu'il y a des gens qui le disent que c'est obligatoirement vrai. Ils se trompent. Aujourd'hui, on va se faire la faculté d'Assas. Bon, on fait comme d'habitude, 3 personnes qui distribuent les tracts, ça suffit largement. Et les autres sont en protection rapprochée, comme vous l'avez appris à l'entraînement. Et ça devrait bien se passer. Bon, s'il y a une opposition à l'intérieur, s'il y a de la provocation, on réagira comme d'habitude, d'une manière radicale et efficace. Bon, les gens qui distribuent les tracts sont David, il y avait Bernard et Gabi. Gabi? Mais non, il faut mettre des têtes passe-partout. Alors, toi, t'as une bonne tête. Ouais. Comment tu t'appelles, toi? Kai. Très bien. Ok, allons, on y va. Action classique du Tagar, une organisation officielle subventionnée par Israël, la distribution de tracts sionistes. En fait, pour ces jeunes qui n'ont pas 20 ans pour la plupart, tous les antisionistes sont par définition antisémites. Pas de différence entre un pro-palestinien, un militant d'extrême droite ou encore un révisionniste. Pas ça c'est la règle, les Tagarim ne composent jamais. Scène pénible, provoquée par de virulentes insultes proférées à l'encontre d'Israël.
l'arrière-cour d'une synagogue dans l'Est parisien. L'un des groupuscules les plus fermés, le Bétard, s'entraîne à l'abri des regards. Exceptionnellement, ils ont accepté notre caméra, à condition de rester masqués. Une trentaine d'activistes juifs s'exercent au Krav Maga, technique de combat de l'armée israélienne. Le Bétard, un mouvement sioniste qui se veut défenseur du peuple juif. Je suis fier de voir cette jeunesse juive qui est prête à défendre ses frères au péril de sa vie. L'exercice du jour, apprendre à cogner l'ennemi. À droite, ce sont les pro-israéliens. À gauche, les pro-palestiniens. Ça va être un affrontement de rue, une mise en condition réelle. Un combat urbain, dans le noir. Et il est primordial de se mettre en condition. Le but est d'aller délivrer un juif qui aurait été capturé par le camp d'en face. Quand il y a une agression, on nous appelle, on est là, et si on voit par exemple un de mes frères se faire agresser, on est là pour stopper le mal par le mal. Ici en France, il y a trop de personnes qui ont l'habitude de croire que le juif il a la tête baissée. On lève la tête, on a le poing fermé face à toute menace. Une loi, la Torah d'Israël, une terre, la terre d'Israël, et un peuple, le peuple d'Israël. Yair, chef de bande, galvanise ses troupes à coups de formules choc. Les antisionistes sont anti-juifs. Pour lui, critiquer Israël, c'est être un nazi. Parce que nous sommes juifs. Nous donnons ici, membres de l'État, un message clair, net et précis à tous les nazis islamistes, à tous les pro-palestiniens. Assumez vos convictions. Vous êtes des nazis. Vous êtes des nazis islamistes. Et quoi qu'il arrive, je le dis clairement devant les médias, vous nous trouverez. Mais on vous trouvera. Et on vous brisera. On vous brisera. Parce que ces gens-là, c'est pas des humains. C'est des chiens. Des propos ultra-violents conclus sur l'hymne d'Israël. Ces jeunes sont tous français, mais ont le cœur ailleurs, prêts à sortir les poings pour défendre leurs idées. Un dimanche, rue des Rosiers, au cœur de la capitale. Mais c'est qui veut? Tout le monde a reçu? Au milieu des touristes, la synagogue Lubavitch des Juifs orthodoxes. C'est ici, le week-end, que le Bétard vient enrôler ses nouvelles recrues. Cet après-midi, c'est jour de grand oral pour 3 prétendants. Avant de jurer sur la Torah, les futurs Bétarim doivent exposer leur dévouement à la cause. Ces images tournées par un amateur témoignent de la violence qui s'est propagée autour du quartier de la Bastille après la manifestation. Un Français d'origine maghrébine, âgé d'une quarantaine d'années, cherche un restaurant dans cette rue. Il est agressé par un groupe de manifestants. L'homme s'en sortira avec des blessures au visage. En bas de l'écran, un inconnu projette du gaz lacrymogène sur les forces de l'ordre. Les policiers se sont plaints de nombreuses provocations de ce genre. Il y a l'antisémitisme des beaux quartiers. Et il y a aussi l'antisémitisme dans les quartiers populaires d'une jeunesse radicalisée. Et puis, il y a la haine d'Israël. Il y a l'antisémitisme. Et il y a l'antisionisme, c'est-à-dire tout simplement le synonyme de l'antisémitisme et de la haine d'Israël. Tolérance zéro sur l'antisionisme qui avance sous le visage de l'antisémitisme. Vous dites comme Manuel Valls lors du dernier dîner du CRIF, pour vous l'antisionisme est synonyme de l'antisémitisme? Ah oui, je le dis avec toute la force nécessaire. Donc on est vraiment dans un antisionisme qui est le visage caché de l'antisémitisme. Je les ai pas beaucoup vus. Pas beaucoup vus. Hein? Tous les gens qui veulent éduquer les consciences pour lutter efficacement contre la montée de l'antisémitisme et notamment de cet antisionisme qui abrite de l'antisémitisme. L'antisionisme et l'antisémitisme classique. Ma thèse, c'est que fondamentalement, depuis près de 60 ans, plus de 60 ans,
Le nouvel antisémitisme est né de l'antisionisme, avec lequel, dans un premier temps, il s'est confondu pour faire aujourd'hui renaître, d'ailleurs, un antisémitisme vieille manière générale. Alors l'antisionisme. L'antisionisme, d'où vient-il? Et pourquoi est-ce qu'en France, cet antisémitisme est violent? Parce que l'antisionisme est dominant. Il est dominant. Il est dominant. Parce que si vous voulez, les gens étaient vachement choqués à l'ère Kuckerman de voir tous les ministres de la République défiler au dîner du CRIF pour se faire engueuler platement. Moi, je me rappelle de Kuckerman disant, alors, tel jour, vous allez faire ça, vous allez convoquer l'ambassadeur d'Iran et lui dire si... Non, non, si. Donc, est-ce que vous allez un peu changer Vous exagérez un tout petit peu. Vous allez les engueuler, Vous exagérez un tout petit peu, non? Je sais, vous le connaissez. Je sais un petit peu les discours qu'il a dit. Non, 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 non. Moi, je l'ai entendu. Je l'ai entendu dire, Monsieur le Premier ministre... Ça n'a pas été un peu excessif à un moment donné, cette façon on l'a vu engueuler, vraiment. On l'a vu engueuler les ministres. Et les ministres acceptaient de se faire engueuler. Ce soir, au dîner du CRIF, il y aura Nicolas Sarkozy, il y aura François Hollande. En cette année de présidentielle, c'est un passage obligé? C'est un passage obligé pour ceux qui pensent qu'ils ont la possibilité d'accéder au pouvoir ou d'être réélus, encore que Nicolas Sarkozy n'est pas encore candidat. Ça pose aussi la question de savoir est-ce que le CRIF ne donne pas là une tribune à un potentiel candidat. On le dit, hein, il y a beaucoup de fantasmes autour de ce dîner annuel du CRIF. Il faut dire qu'il y a beaucoup de beau monde. Il y a des élus de droite, de gauche, des ambassadeurs, des dignitaires religieux, des représentants du monde artistique. Est-ce que le CRIF a une influence sur la politique intérieure française? Le CRIF a une influence sur la politique intérieure française. L'intégralité de la presse française, et il y a aussi des journaux et des médias européens. Donc là, on a absolument toute l'intégralité, la ramification totale des entreprises qui contrôlent ces médias-là. D'accord. Donc là, on a absolument tout, et c'est relativement bien à jour. Oui. Donc là, au moins, on pourra pas se laisser avoir. Ah non mais c'est fascinant, hein. C'est fascinant. On voit bien que Lagardère, Bouygues, Vivendi, PPR, etc. Je veux dire, effectivement, ils contrôlent 98% de la presse qui est disponible chez les marchands de journaux et également sur Internet. Non, mais c'est clair. Ça illustre tout à fait ce que Julien Tête me disait à propos des thèses de Bourdieu. C'est-à-dire que les gens très riches achètent les médias pour contrôler le message qu'on donne aux pauvres. Voilà. Donc, bienvenue, amis pauvres, bonjour. Je pense que vous allez être très intéressés, comme je le suis d'ailleurs, par ce graphique. C'est vous qui l'avez fait ? Non, non, j'ai trouvé sur internet en fait, et je me suis fait le plaisir de rajouter la JP Morgan. Alors on le voit pas trop bien ici, mais je le mettrai bien en évidence sur les sites internet. Personne ne savait que la JP Morgan possédait 10% de TF1. C'est vous qui l'avez amené justement. Et là, on se rend compte que, par définition, pour contrôler pour dire qu'il n'y a pas de crise, qu'y a-t-il de mieux que des journaux qui appartiennent aux banques, par définition, hein. Exact. Voilà. Donc ce n'est pas la bataille d'Israël, c'est votre bataille, c'est la bataille de la France. Parce que c'est la même bataille. S'ils réussissent ici, et si Israël est critiqué, et pas les terroristes, eh bien, si nous ne sommes pas solidaires, eh bien, cette peste du terrorisme viendra chez vous. C'est une question de temps, elle viendra en France. Vous le pensez? Vous pensez que ce conflit viendra en France? Mais c'est déjà le cas. Ça bouge parce que s'il est perçu que ça marche, s'ils peuvent viser des sociétés et faire en sorte que ces sociétés soient critiquées, ils savent que l'argumentation morale d'Israël sera défaite et cela les encouragera. Et c'est déjà en Afrique du Nord. La portée des roquettes ne fait qu'augmenter. Vous serez visés, vous en France. Now, they might have different names, ISIS, Boko Haram, Hamas, Al-Shabaab, Al-Qaeda, Hezbollah. But all of them are driven by the same hatred and bloodthirsty fanaticism. And all of them seek to destroy our freedoms and to impose on all of us a violent medieval tyranny. This is a global struggle. And bringing to justice the Paris murderers is just the beginning.
it must be followed by a broad-based assault on the forces of Islam throughout the world. This is everybody's battle. Avant que l'Iran ne termine sa deuxième étape d'enrichissement de l'uranium dont elle a besoin pour fabriquer une bombe. Avant que l'Iran n'en arrive à quelques semaines ou à quelques mois de pouvoir se doter de suffisamment d'uranium enrichi pour pouvoir fabriquer une bombe. Alors nous nous rapprochons de cette situation chaque jour, et c'est la raison pour laquelle je m'exprime avec ce sentiment d'urgence, et tout le monde devrait d'ailleurs ressentir ce même sentiment d'urgence. Menace réelle ou coup de bluff, en tout cas Benjamin Netanyahou le martèle, l'Iran pourrait avoir l'arme nucléaire d'ici 6 mois et il y a urgence. Le Monde, assure-t-il, nous dit « Attendez, il y a encore du temps ». Moi je dis attendre pourquoi et attendre jusqu'à quand? Ceux qui au sein de la communauté internationale refusent de mettre une ligne rouge devant l'Iran n'ont pas le droit de placer une ligne rouge devant Israël. Les concessions faites à l'Iran à Lausanne peuvent mener à un mauvais accord qui mettrait en danger Israël, le Moyen-Orient et la paix dans le monde. C'est maintenant que la communauté internationale doit insister pour obtenir un meilleur accord. Un meilleur accord réduirait significativement les infrastructures nucléaires de l'Iran. Un meilleur accord lierait l'allègement éventuel des restrictions sur le programme nucléaire iranien à un changement du comportement de l'Iran. L'Iran doit cesser son agression dans la région, son terrorisme à travers le monde et ses menaces d'éradiquer Israël. Monsieur le Président, bienvenue en Israël. Vous êtes un vrai ami d'Israël. Cette visite intervient à quelques jours de la reprise des négociations sur le nucléaire entre l'Iran et le groupe 5+1. François Hollande exige un maximum de garanties à Téhéran. La France ne cédera pas sur la prolifération nucléaire. Et pour la France, tant que nous n'aurons pas la certitude que l'Iran a renoncé à l'arme nucléaire, nous maintiendrons toutes nos exigences et les sanctions. La résolution que nous venons de voter est une résolution extrêmement significative, comme vous l'avez dit. Mais je voudrais vraiment souligner que c'est la 4e résolution de sanctions que nous votons au Conseil de sécurité. Ben Gurion et son émissaire savent que la France a lancé un programme de développement de l'arme atomique. La mission de Pérez est d'accéder à ce programme. À Paris, les portes lui sont grand ouvertes. Beaucoup d'hommes politiques donc ont été séduits, véritablement séduits par Shimon Peres. Et Shimon Peres, au bout de 2 ans, à partir de 54-55, il était devenu un personnage si puissant qu'il avait son bureau à l'intérieur du ministère de la Défense. Les Israéliens ont fait un pas décisif dans l'acquisition de la bombe atomique. En Israël comme en France, ces décisions sont prises en marge des institutions démocratiques. Pourtant, leur portée est immense et concerne le destin de tous. Les Israéliens mentent à l'opinion publique internationale. Les Israéliens ont tout nié, en bloc. Shimon Peres jurait ses grands dieux qu'il s'agissait d'une usine textile. 1958, De Gaulle est de retour au pouvoir et il opère un virage à 180 degrés. Le nouveau président veut la bombe atomique pour la France, mais pas pour Israël. Il lui faudra pourtant du temps pour imposer son point de vue. Il ignore ce qui se trame en coulisses. Le général de Gaulle ne va pas être prévenu tout de suite de cet engagement sur la bombe. Et il va falloir près d'1 an et demi qu'il soit au courant de tout. Pourquoi il n'est pas au courant? Parce qu'il y a dans le système les gens du club qui font en sorte de donner que des bouts d'informations. Rien ne peut détourner Ben Gurion de son objectif,
pas même la nouvelle donne à Paris. Pour Tel Aviv, il est urgent d'acquérir des systèmes de portée pour ses armes atomiques, et notamment des missiles. Les dirigeants israéliens savent qu'ils ont peu de temps avant que le vent ne tourne en France. Le général de Gaulle va décider d'arrêter toute cette affaire, mais donc les instructions ne descendent pas rapidement, il y a des obstacles partout, partout, parce que le club est très implanté, à la fois dans l'armée, à la fois dans la fonction publique, à la fois dans le politique. Autrement dit, même le général de Gaulle n'arrive pas à obtenir satisfaction. Et quand les décisions descendent jusqu'au bout, des systèmes sont faits pour contrebalancer les décisions. Le cas du MD-620 en dit long. Ce missile a été développé par le groupe français Dassault pour Israël, malgré l'arrêt officiel de la collaboration entre les deux pays. Le MD-620 va être utilisé pour les bombes atomiques israéliennes. Sa livraison n'empêche pas le refroidissement des relations entre Paris et Tel Aviv. Israël envisage une nouvelle mesure législative accordant à ses militaires la permission de tuer les Palestiniens sans craindre d'être poursuivis. Les plans ont été présentés par le ministre adjoint des Affaires militaires, Eli Ben-Dahan. Il a déclaré que l'adoption de ce projet de loi au Parlement permettra aux militaires d'accomplir leurs devoirs, sans craindre de faire éventuellement l'objet de poursuites pénales. La nouvelle loi vise à étendre l'immunité des forces de l'ordre et des militaires de l'armée avant et après une opération, alors que la loi actuelle s'applique uniquement aux opérations en cours. Le gouvernement israélien songe à prendre cette décision après que Elor Azaria, militaire franco-israélien, a été jugé pour homicide involontaire par un tribunal militaire. Azaria a été filmé alors qu'il tuait en mars dernier un Palestinien blessé et non armé dans la ville d'Hébron. Criminalité en col blanc. Depuis 2010, plus de 300 millions d'euros ont été soutirés à des entreprises françaises par des voyous les ayant convaincus de virer des fonds sur des comptes bancaires, surnommés l'escroquerie au président, parce que les cibles sont les plus hauts dirigeants des grandes entreprises. Les escrocs opèrent depuis des plateformes téléphoniques situées à l'étranger, ce qui leur permet de louer les numéros de téléphone et des adresses IP aléatoires. L'argent volé transite sur un premier compte situé à Chypre ou dans un pays d'Europe de l'Est et finit en Chine ou en Israël. Selon une source policière, la majorité des entreprises françaises sont la proie d'escrocs franco-israéliens. Il s'agit, d'après le directeur de la sécurité, d'une grande entreprise française, d'une criminalité de haut niveau, exigeant beaucoup d'audace et une bonne maîtrise de la langue des victimes. Gilbert Chicli, bonjour. Merci. Bonjour. Merci de nous accorder cette interview. Vous êtes un voleur ou vous êtes un escroc? Ni l'un ni l'autre. Voilà, on va commencer comme ça. Vous faites passer pour... Comment c'est quoi une arnaque au président? Vous commencez comment? Une arnaque au président, c'est une personne qui se fait passer pour le président d'une société ou d'une institution bancaire. Nouveau casse du siècle. Une fraude qui, en à peine plus d'un an, aurait fait perdre au Trésor public français près de 2 milliards d'euros. L'escroquerie a eu lieu entre 2008 et 2009 sur le marché des quotas de CO2, surnommé taxe carbone. Pour réduire la pollution, l'Europe impose à chaque entreprise un quota annuel d'émissions de gaz à effet de serre. Ces quotas d'émissions peuvent être achetés et vendus via une bourse d'échange, Blue Next. En d'autres termes, si l'entreprise A n'utilise pas tout son droit à polluer, elle peut revendre son surplus à une entreprise B qui, elle, dépasse son quota. La combine des fraudeurs était très simple. Via des sociétés fictives, ils achetaient du droit à polluer à une entreprise étrangère, hors taxe, puis ils le revendaient aussitôt en France, toutes taxes comprises, mais ne reversaient pas la TVA à l'État français. Bénéfice de l'opération, 19,6% en quelques clics sur Internet. Blue Next a identifié à partir d'octobre 2008 des comportements anormaux d'achat systématique ou de vente systématique. On est dans la grande criminalité organisée. C'est-à-dire que les phénomènes passent par des multiples sociétés écrans. C'est ce qui implique que le processus ait pris un certain temps pour mettre fin à cette fraude. En France, une quinzaine d'instructions sont en cours. Elles regroupent une centaine de prévenus. Mais beaucoup ont déjà quitté le pays. Plusieurs familles marseillaises impliquées dans l'arnaque ont par exemple été vues à Herzliya, une banlieue chic de Tel Aviv. Maître Malinbaum représente l'un des prévenus. Sa ligne de défense, le régime fiscal des quotas carbone était mal pensé et incitait à la fraude. Mon client, il commet une fraude fiscale. Mais c'est pas pour autant
que l'État peut s'exonérer de toute responsabilité dès lors qu'il laisse une brèche ouverte qui permet précisément à la fraude de s'installer. Les polices européennes collaborent sur ce dossier, d'autant plus que certains des fraudeurs à la taxe carbone semblent s'être rapprochés de réseaux mafieux. 4 meurtres. Tamid Esher Raver Shel Israël. Je suis votre ami et je le serai toujours. Cher Benjamin Netanyahou, vous savez aussi le soutien que nous vous apportons pour la sécurité d'Israël. La première visite officielle d'un président de la République française en Israël, c'était en 1982, c'était François Mitterrand. Tous les présidents sont venus ici, en Israël, pour apporter le témoignage de l'engagement de la France envers votre pays. Aujourd'hui, je m'inscris dans ce fil historique, dans cette fidélité, dans cette cohérence. C'est de vous confirmer l'engagement de mon pays à tout faire pour la paix et la sécurité d'Israël. Il vous faudra du soutien. Celui de la France vous est acquis.